Avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous le présenter brièvement. Alors, Saúl Bogatti est originaire de Venise et s'est établi à Québec en 2005. Il enseigne l'italien comme langue étrangère au Cégep Garneau depuis 2010. Saúl a obtenu une maîtrise en enseignement collégial, MEC, de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke en 2020 avec mention d'excellence. L'humour, sujet de son mémoire et de maîtrise, est sa passion, caractérise ses méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. Je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tout le monde. Avant tout, je veux remercier encore la QPC pour m'avoir invité ici. Merci à Nicole Perrault. C'est un grand plaisir vraiment pour moi et un honneur de parler d'un sujet très important pour moi et drôle aussi, qui est l'humour en enseignement. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler plutôt de comment intégrer efficacement l'humour dans votre matériel pédagogique. Donc, je vais vous parler, oui, bien sûr, de l'humour en général, mais particulièrement sur les méthodes pour l'intégrer dans l'enseignement pour aider vos étudiants à apprendre et à retenir les connaissances. Mais pourquoi l'humour? Avant tout, il faut donner un peu un contexte. Comme disait Nicole tout à l'heure, je suis professeur d'italien au Cégep Garneau et à Garneau, j'offre le cours Italien 1 et Italien 2 dans le cadre de la formation générale complémentaire. Et comme tous les cours, j'imagine, de nos collègues qui sont avec nous aujourd'hui, j'ai remarqué dans les années des problèmes d'apprentissage, surtout en lien avec le vocabulaire italien. Donc, il n'y avait pas beaucoup de rétention au niveau du vocabulaire et cela m'inquiétait beaucoup. Donc, j'ai cherché des solutions pour cette problématique. Et en discutant avec les étudiants, après un certain nombre d'années, je posais la question, « Hey, salut, est-ce que tu te souviens de mon cours? Est-ce que tu retiens quelque chose? » Puis souvent, les étudiants disaient, « Ah, Saúl, je me souviens, la fois que tu as fait une blague, qui t'a utilisé en double sens et t'a présenté avec humour un sujet. » Et pour cette raison, je me suis posé la question, et si l'humour avait vraiment un impact sur l'apprentissage et la réutilisation des connaissances? Eh bien, oui, la recherche aujourd'hui et antécédente s'est intéressée déjà à l'humour comme élément qui favorise l'apprentissage. On voit le nombre de certains chercheuses et chercheurs qui, dans les dernières 20 ans, ont étudié le sujet de l'humour. Donc, pour cette raison aussi, je me suis lancé dans une recherche qualitative dans laquelle je me suis mis comme objectif de concevoir du matériel pédagogique humoristique, le tester en classe et demander l'avis de mes étudiants. Mais avant tout, il faudrait arrêter un instant et se poser la question, qu'est-ce que c'est l'humour? Donc, l'humour a différentes définitions. Ce n'est pas très simple d'en trouver une, mais je trouve que celle-ci est la plus pertinente. La définition qui définit l'humour comme un processus déclenché par un stimulus humoristique qui termine avec une réponse comme les rires. Et la question est plutôt pourquoi on rit? Et pour expliquer les raisons pour lesquelles on trouve un sujet drôle, existent 3 théories. Vous avez probablement déjà entendu parler des 3 théories de l'humour, qui sont la supériorité, la théorie du soulagement et la théorie de l'incongruité. Alors, essayons d'expliquer le tout. Commençons avec la théorie de la supériorité. Selon cette théorie, la dérision et les rires envers les actions des personnes est au centre de l'expérience humoristique. Dans le fond, on rit des mésaventures et du malheur des autres. J'ai mis l'image de Mr. Bean. OK, Mr. Bean, on le connaît tout le monde, hein? Un comédien auquel le personnage n'est pas chanceux, vit différentes situations absurdes et on rit, si on veut, de son malheur. Voici un exemple de la théorie de la supériorité. Une deuxième théorie est celle du soulagement, selon laquelle l'expérience humoristique est le résultat d'une libération d'une tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un professeur très sérieux en classe qui
à l'improviste, fait une blague et tout le monde éclate de rire comme en réaction, comme la libération, pour se libérer d'une tension qui existait en classe. Celle-ci est la théorie du soulagement. Pour terminer, la théorie de l'incongruité, selon laquelle on rit, l'humour provient de l'association d'idées incohérentes ou de situations qui sont différentes de l'usage commun. Regardez l'image à droite, « Sorry, we are open ». Et normalement, c'est écrit « Sorry, we are closed ». Donc, en étant un élément incongru, en théorie, on trouve cette image drôle. Et aujourd'hui, la théorie de l'incongruité est celle qui est plus étudiée, exploitée dans les domaines de la recherche. Pourquoi? Parce que même si vous regardez la théorie de la supériorité et du soulagement, on a des éléments qui sortent de l'usage commun. Tout ce qui arrive à Mr. Bean et les profs très sérieux qui font une blague sont des situations qui sont divergentes de l'usage commun. C'est pour cette raison qu'on a mis les autres théories sous le chapeau, si on peut dire, de la théorie de l'incongruité. Arrêtons un instant pour parler effectivement de la théorie de l'incongruité. Ce qui est important et ce qui définit l'humour, ce n'est pas l'incongruité, ce n'est pas voir des images de Mr. Bean seulement, mais c'est plutôt la résolution de l'incongruité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'explique. Lisons la blague suivante. Pendant une entrevue de travail dans une école pour un poste d'enseignant, l'embaucheur demande au candidat, « Pouvez-vous nous donner 3 raisons qui vous motivent à devenir professeur? » On va essayer de penser à une réponse. Et le candidat répond décembre, juillet et août. OK? Donc, en théorie, c'est une histoire drôle. Mais regardons bien pourquoi on trouve l'histoire drôle ou pas drôle. Pour expliquer l'approche cognitive de la théorie de l'incongruité, on doit passer à travers ce schéma qui était présenté déjà dans les années 70, donc c'est rien de nouveau, mais c'est un schéma qui explique comment procède notre cerveau, comment fonctionne notre cerveau lorsqu'on écoute, on lit une blague ou on voit une vidéo drôle. Alors, suivez avec moi. Avant tout, il y a la lecture de l'histoire, ce que j'ai fait tantôt. Il y a un stockage des paramètres dans la mémoire, donc entrevue d'embauche, candidat, etc. Et par la suite, il y a une élaboration du schéma narratif. Il y a une question dans la blague. Donc, nous, j'ai fait une pause, on essaie de prédire la suite. Imaginez que vous avez deviné la réponse, donc décembre, juillet, août. Donc, prédiction du texte concorde, oui. Est-ce la fin? Oui. Il n'y a pas de surprise et pas de rire. Cela arrive quand vous connaissez déjà une blague. Si quelqu'un vous conte une blague que vous connaissez déjà, vous connaissez la fin, vous ne riez pas, en gros. Deuxième option, vous devinez la suite, mais ce n'est pas la fin. Donc, on revient ici à prédire les textes de la suite de la blague. Si votre prédiction ne concorde pas, et c'est la fin, il y a une surprise. Non, c'est un élément incongru. Mais portez attention, ce n'est pas la surprise à définir l'humour, c'est trouver une règle cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez savoir, et vous le savez, qu'un prof, les mois de décembre, juillet, août, est en vacances. Okay? Donc, pour cette raison, vous trouvez la règle cognitive de cette histoire et si vous trouvez la règle, vous trouvez l'histoire drôle. Mais si je compte la même histoire à un enfant de 5 et 6 ans qui ne sait pas forcément qu'un enseignant a ses 3 mois de vacances, passez-moi le mot, alors, il n'y a pas de rire, mais on reste avec une perplexité parce qu'on n'a pas compris la blague. Donc, c'est la manière de laquelle nous, on fonctionne quand on écoute une blague, on lit, on voit une image drôle. Évidemment, il y a beaucoup de limites à ce schéma. Avant tout, le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps pour résoudre l'incongruité ne doit pas être trop long ou trop bref. Donc, autrement dit, l'histoire ne doit pas être trop simple ou trop complexe. Et on arrive à l'onglet complexité. Troisième point, c'est la pertinence. Peut-être que quelqu'un ne trouve pas cette blague drôle parce qu'il ne s'identifie pas vraiment avec la profession d'enseignant ou ne connaît pas d'enseignant pour whatever raison. Autre élément,
les émotions négatives. Alors, imaginez que vous êtes à la maison, ça cogne à la porte et quelqu'un crie « Police !» Bon, vous allez à la porte, vous ouvrez la porte et c'est votre ami Mario qui est là. Haha, vous trouvez ça drôle et vous commencez à rire. Mais si vous allez ouvrir la porte et de l'autre côté, il y a un bandit armé, on va donc dans une émotion négative, la peur. Vous ne trouvez pas cette histoire drôle. Donc, l'incongruité et sa résolution, ce n'est pas une garantie toujours d'humour et de trouver une histoire drôle. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, gardez dans la tête l'aspect émotion négative. Si on parle d'humour, il ne faut pas juste parler des théories, mais il faut toujours regarder quels sont les effets de l'humour en classe. Il y a eu plusieurs recherches dans les années et le schéma ici que je vous présente synthétise un peu, si on veut, les résultats, les effets qu'on a mesurés de l'humour en classe. Donc, si on passe à travers les schémas, l'humour réduit la distance entre les individus, donc étudiants ou amis. Si on rit des mêmes choses, on s'approche aussi, on crée un lien de proximité. L'humour aussi démystifie l'image du professeur. Du moment que vous allez faire des blagues, vous ouvrez aussi la porte à une proximité encore avec les étudiants, augmente la flexibilité mentale et améliore les relations de travail. Donc, les étudiants ont il y a une meilleure atmosphère de travail en classe. Et on arrive effectivement à parler des climats agréables. L'humour crée un climat agréable en classe et favorise la cohésion du groupe. Donc, un peu dans le même sens de réduire la distance. Si les étudiants rient ensemble, il y a une meilleure cohésion. Aussi, intéressant, l'humour a un impact sur la motivation à apprendre et sur la persuasion. Persuasion veut dire amener l'étudiant à accomplir des tâches. Si l'humour est là-dedans, c'est plus simple d'aller vers faire accomplir aux étudiants des tâches. C'est là en perspective physiologique, l'humour favorise la production d'endorphines, donc il y a une réduction de l'anxiété, et aussi les endorphines pourraient stimuler les processus de mémorisation. C'est ça qui est intéressant. L'aspect qu'on doit regarder avec attention, c'est le dernier. Selon une perspective cognitive, l'humour stimule l'activité cérébrale. Quand vous essayez de résoudre l'incongruité, votre cerveau est en action. Votre cerveau, le cerveau de l'étudiant, est en action. Et cette action favorise l'apprentissage. Donc, gardez bien ça dans l'esprit, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de comment l'humour favorise l'apprentissage. Et effectivement, la question qu'on va se poser aujourd'hui est comment mettre l'humour au service de l'apprentissage. Alors, pour arriver à répondre à cette question, je vous invite à suivre 3 étapes, des étapes qui sont les résultats des recherches précédentes et de ma recherche aussi. On verra les résultats tout à l'heure. Donc, premièrement, si on veut mettre l'humour au service de l'apprentissage, qu'est-ce qu'on doit faire? Est utiliser un humour proche des étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus âgés de nos étudiants, plus ou moins. Hein? Il y a des années d'écart. Et cela fait en sorte que notre humour ne soit pas forcément le même de nos étudiants. Nous, on rit de certaines situations, les étudiants en 2021, d'autres. Alors, comment on fait pour savoir ce qui fait rire les étudiants? Ben, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage en classe où ont participé environ 50 étudiants et j'ai posé 2 questions. La première est la colonne à gauche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Et la deuxième, c'était avec quelle activité humoristique nous pourrions apprendre des mots de vocabulaire. La deuxième question, c'était plus pour avoir des idées pour mes activités humoristiques qu'on verra tout à l'heure. L'aspect intéressant est regarder ce qui fait rire les étudiants, donc les personnes qui tombent. Hein? Vous connaissez les vidéos de Fail ou Mr. Bean, c'est un exemple. Donc, on revient un peu à la théorie de la supériorité. Les humoristes, bien sûr, les mèmes ou mimes, hein? Des images accompagnées avec des phrases très populaires aujourd'hui, des histoires drôles, l'ironie, des jeux de mots, des personnes qui se versent quelque chose sur soi-même, on revient à la supériorité, et des blagues des papas. Donc,
Ça résume un peu les réponses que j'ai eues lors du sondage. Par la suite, quelle activité on pourrait faire avec les étudiants pour apprendre? Moi, j'ai dit les mots de vocabulaire, mais c'est pour votre discipline aussi. Donc, des jeux de rôle, des devinettes sur une blague, les jeux cartes dans le front. Hein. Vous écrivez un nom, qui suis-je, la personne pose des questions, etc. La chasse au trésor. Ou encore utiliser un support visuel, des vidéos humoristiques, faire du karaoké, écouter des chansons ou des images, des mimes, associer une photo à une phrase, les jeux fais-moi un dessin, donc les étudiants doivent dessiner et deviner, lire des bandes dessinées ou encore faire des jeux de mots et traduire des blagues. Donc, voici ce qui est sorti de mon sondage qui concerne les activités et ce qui fait rire les étudiants. Donc, le premier point, si vous voulez utiliser l'humour en apprentissage, est, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait rire les étudiants aujourd'hui en 2021? C'est sûr que si on regarde le schéma dans 30 ans, les réponses vont être différentes. Deuxième aspect ou deuxième étape, si on veut, est opter pour un humour approprié. Hein, on connaît tous, j'espère, l'album The Wall de Pink Floyd, hein, No Dark Sarcasm in the Classroom. C'est un peu ça l'idée. Okay? C'est la phrase qui résume un peu c'est quoi un humour approprié. Donc, utiliser des blagues ou l'humour qui rit un peu de stéréotypes de la vie collégiale, par exemple, des anecdotes personnelles, l'humour autodénigrant, rire de soi-même. Je vais retourner sur cela tout à l'heure. L'humour non intentionnel, donc faire des gaffes. C'est sûr qu'on ne peut pas inventer des gaffes, mais si jamais ça arrive, les étudiants vont trouver cela très drôle. Et à éviter, c'est surtout cet aspect où il faut porter attention, est l'humour dénigrant dirigé vers les étudiants. On ne fait pas des blagues qui concernent le genre, l'orientation sexuelle, l'apparence ou l'origine ethnique des personnes. On a vu des cas d'humoristes ici à Québec qui sont allés trop loin dans leurs propos. Il y a eu des conséquences. Donc, faire très attention. On ne va pas dans un terrain comme celui-ci. On ne rit pas de nos étudiants. Éviter les thématiques tabous, donc drogue, sexe, etc. Sarcasme et humour noir. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment le sarcasme ou des gens qui aiment l'humour noir. Je ne suis pas en train de dire que tous les étudiants du monde détestent l'humour noir. Ce n'est pas vrai. Il y en a plein qui l'aiment. Mais il y en a une partie qui ne l'aime pas. Et les conséquences de l'utiliser sont... Il y a des conséquences si on l'utilise. Il faut faire très, 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 très attention. Donc, ici, comme on peut voir, il y a deux exemples d'un humour approprié. À gauche, allergique au lundi. C'est un humour proche des stéréotypes de la vie collégiale. Hein. On sait déjà que les lundis à 8 heures, c'est difficile en classe, parfois. Donc, les étudiants peuvent s'identifier avec l'image de Garfield. Tandis qu'à droite, on a une image que c'est plus noire ou morbide. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver ça drôle, mais d'autres qui ont perdu un membre de la famille à cause de la cigarette, peut-être moins. Donc, je répète, deuxième étape, humour approprié. Si vous avez des doutes, posez-vous la question, qu'est-ce que ce n'est pas approprié? Troisième aspect, peut-être le plus important de tous, est intégrer l'humour au contenu enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant tout, vous devez choisir les contenus qui, selon vous, se prêtent à être présentés avec humour. Ça pourrait être un concept, une leçon, une partie d'une leçon, plusieurs leçons, comme j'ai fait dans le cadre de ma recherche. C'est libre à vous, en respectant bien sûr votre plan de cours. Et par la suite, intégrer l'humour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez illustrer un concept de manière humoristique, avec une image, avec un dessin, une blague, un texte, une vidéo. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Mais après, vous devez quand même faire un retour et expliquer les concepts que vous avez présentés de manière humoristique. Faire uniquement des blagues pourrait avoir des conséquences, disons, néfastes, dans le sens que faire toujours des blagues peut devenir aussi une source de distraction. Cela ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire des blagues. Allez-y, faites des blagues, mais gardez ça dans la tête, que si vous voulez utiliser l'humour pour l'apprentissage, vous devez l'intégrer au matériel.
pédagogique ou didactique. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai suivi cette étape et j'ai développé mon matériel que j'appelais scherzo, qui signifie blague en italien. Et le contenu visé, c'était les mots du vocabulaire italien. Dans mon cas, j'ai visé 4 leçons et en tout, j'ai écrit 24 pages de matériel et ça me prit des mois de travail. Si vous voulez embarquer dans l'humour, n'oubliez pas que c'est beaucoup d'ouvrages. Okay? Vous devez vraiment travailler fort si vous pensez d'utiliser l'humour. Donc, les leçons que j'ai visées dans mon matériel que j'appelais Scherzo, j'ai visé la leçon 7 qui traitait de mois et saisons et j'ai choisi comme outil humoristique des mèmes ou mimes. La leçon 8, j'ai utilisé des vidéos. La leçon 9, j'ai utilisé des bandes dessinées et l'activité Fais-moi un dessin, dans lesquelles les étudiants devaient dessiner des activités du temps libre. Et à la leçon 11, l'association et création d'images, l'écoute d'une chanson et la chasse au trésor. Donc, ce sont les activités humoristiques que j'ai incorporées dans mon matériel. La structure de Scherzo était toujours la même pour chaque leçon. Il y avait une activité humoristique, une activité d'intégration, d'explication, des exercices, et par la suite, une récapitulation générale où on faisait comme un retour sur ce qu'on avait appris. Je vous montre quelques exemples. Commençons avec la leçon 7 qui concernait les mois de l'année. Regardons l'image à gauche, Giugno à Québec. Giugno, c'est le mois de juin. Et ici, on voit une image dans laquelle l'humour, le mot apprendre est incorporé dans l'image. C'est simple et c'est proche aussi de la vie de tous les jours, dans le sens qu'à Québec, parfois, ce mois-ci, il ne fait pas très beau, il pleut, donc les étudiants peuvent aussi s'identifier en regardant l'image. Deuxième image, maggio, c'est le mois de mai, et on voit la personne dans le dilemme entre dormire et studiare, donc dormir ou étudier. Et ça aussi, ça s'approche de la vie collégiale. Le mois de mai, hein, c'est les examens, les étudiants sont fatigués, etc. Et ici, on voit encore que le mot à apprendre est dans l'image. C'est pour ça que quand je parle d'intégrer l'humour dans le contenu et vice-versa, et aussi utiliser un humour proche et simple. Par la suite, pour ce qui concerne la leçon 9 sur les temps libres, j'ai utilisé des bandes dessinées italiennes. Et ici, je vais en parler tout à l'heure, ce n'était pas toujours évident, mais j'ai utilisé des bandes dessinées, puis les étudiants devaient trouver des mots en lien avec des activités du temps libre. Ma leçon préférée, c'était bien sûr la leçon 11, dans laquelle on apprenait des prépositions de lieu. Et ici, vous pouvez voir clairement que je me suis intégré dans l'humour. Donc, j'ai utilisé des images de moi dans des situations incroyables pour apprendre justement des prépositions comme dedans, à côté, derrière, etc. Donc, ici, j'ai ri un peu de moi et je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, voici des exemples, des mimes, des associations d'images et la lecture des bandes dessinées. Avant d'utiliser les matériels, je vous suggère de faire des ajustements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez conçu votre matériel, votre image, vidéo, etc., montrez ça à vos collègues ou à des ex-étudiants et demandez leur avis. Vous pouvez faire un sondage en ligne comme un SurveyMonkey, une rencontre, un groupe de discussion et demander « Mon ami, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? » Tu trouves ça drôle, tu trouves ça pertinent, efficace, etc. Donc, soyez pas gênés de partager votre matériel avec des étudiants ou des collègues. Pour ce qui concerne mon matériel, Scherzo a été utilisé 4 semaines en classe dans le cadre d'une recherche qualitative. À cette recherche ont participé 128 étudiants qui ont donné leur avis sur les matériels en utilisant un sondage en ligne et un groupe de discussion. La question que je me suis posée est si l'humour peut être efficace au regard de l'apprentissage. Et ce qui est sorti des résultats est que
avant d'être efficace, l'humour doit être compris, apprécié et alors peut-être potentiellement efficace. Vous pouvez dire, oui, Saoul, mais c'est logique. Oui, à la limite, c'est logique, mais il faut garder toujours ça dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours trouver des moyens pour rendre l'humour compréhensible, qui soit potentiellement apprécié et alors peut devenir efficace. Donc, dans les prochains diapos, je vais vous montrer quels éléments mettre en place pour faire en sorte que votre humour soit compris, apprécié et efficace. Commençons avec la compréhension de l'humour. Donc, je l'ai dit tantôt, mais je me répète parce que les résultats confirment un peu les recherches qui ont déjà été faites. Pour favoriser la compréhension de l'humour, utilisez un contexte proche et connu par les étudiants. Alors ici, je fais l'exemple de Rolling Stones. Dans une blague, j'avais utilisé comme référence Rolling Stones et quand j'ai créé l'histoire, j'ai dit, je ne me suis même pas posé des questions. J'ai dit, mais voyons, tout le monde connaît les Rolling Stones. Ce n'est pas vrai. OK. Rolling Stones peut être un exemple d'humour qui est de référence, si on veut, proche de moi, à mon âge, mais peut-être plus loin des étudiants aujourd'hui, en 2021. Donc, rassurez-vous, faites attention d'utiliser vraiment des éléments qui sont proches et connus. Posez-vous la question. Quindi, Rolling Stones, peut-être, ce n'est pas une bonne idée. Soyez certain d'utiliser un humour simple pour favoriser la résolution de l'incongruité. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Soyez simple. Des fois, je fais des blagues des papas, puis voici un commentaire anonyme d'un étudiant. Des fois, les blagues peuvent être difficiles à comprendre. Donc, vous pouvez vraiment rester simple, en bonne mesure, pas trop, mais créer des situations humoristiques simples. Et pour tous les collègues ici qui donnent des cours de langue, j'ai vu tantôt, il y avait des collègues en anglais, utilisez un niveau de langue approprié. C'est super important. Dans un cours de langue, utilisez des mots qui sont adéquats au niveau de connaissance. Des fois, j'ai intégré des mots des notes de bas de page parce que je n'avais pas le choix pour expliquer la blague. Mais parfois, les étudiants ont eu la difficulté à comprendre certaines blagues, surtout parce qu'il y avait une barrière à niveau du langage. Donc, le troisième point, ça s'applique si vous donnez des cours d'espagnol, anglais, allemand, etc. Vérifiez que le niveau de langue soit approprié. Donc, si on met en place ces éléments, on a de bonnes chances que l'humour soit apprécié. Donc, les éléments que vous voyez à l'écran sont pour favoriser la compréhension. Regardons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'appréciation de l'humour. Alors, privilégiez avant tout un humour approprié et en lien avec le quotidien. En parenthèse, vidéo maman, qu'est-ce que je veux dire? Dans mon matériel pédagogique, j'avais créé une vidéo avec ma maman pour expliquer les différents types de café italien, espresso, cappuccino, etc. Et dans la vidéo, j'ai demandé à ma mère de faire du café, je n'étais jamais content. Donc, ma mère était obligée de faire et refaire le café. Les étudiants ont adoré, ont trouvé les vidéos super humoristiques et j'ai posé la question, pourquoi? Parce que ma maman est drôle ou parce que je suis drôle? En réalité, les étudiants ont apprécié parce que les vidéos étaient en lien avec leur quotidien. On dit, oui, Saoul, on se rappelle à chaque fois qu'on est exigeant vers notre mère, on trouve ça très, très, très drôle. Donc, quand je dis humour approprié et en lien avec le quotidien, c'est comme je disais tantôt, on parle du cégep, on parle de la famille, aller dans un terrain connu par les étudiants. Et comme dit Georgia, nom fictif d'une participante, l'humour que j'ai utilisé n'était pas fait pour faire des conflits ou mettre l'attention dans la classe. C'était un humour plutôt simple, okay, sans aller dans l'humour inapproprié qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième point pour faciliter l'appréciation de l'humour, et peut-être le plus important, est utiliser l'humour autodénigrant. J'ai déjà assisté à une conférence dans laquelle la personne disait « il ne faut pas utiliser l'humour autodénigrant, c'est dangereux, on s'approche trop des étudiants, on met notre autorité en discussion. » Je ne suis pas d'accord pour différentes raisons. Si vous voulez garder votre figure d'autorité et une distance avec les étudiants, laissez faire l'humour. Ce n'est pas une question d'autodénigrant ou pas. Du moment que vous employez l'humour, vous ouvrez la porte
a une proximité avec les étudiants. Et alors, vous pouvez rire de vous-même sans vous ridiculiser. Hein. Vous pouvez faire des blagues sur vous, vous déguiser comme j'ai fait tout à l'heure. Les étudiants vont adorer. C'est l'élément qu'ils ont apprécié le plus. Voici quelques commentaires. L'humour autodénigrant permet une complicité avec le professeur, brise le mur entre prof et étudiants et crée des liens aussi sociaux, pas juste pédagogiques. Donc, ne sous-estimez pas la force de l'humour autodénigrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rire de soi-même. Un peu, pas trop. Ensuite, si vous voulez faciliter l'appréciation de l'humour, donc être certain, entre guillemets, que l'humour soit apprécié, utilisez des médias à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est très populaire pour les étudiants, des vidéos, les mimes, les TikTok, etc., etc., etc. En 2021 et en 2019, quand j'ai fait ma recherche, c'était populaire. Alors, restez là-dedans. Utilisez des médias qui sont populaires. Dans 10 ans, ça va changer. Dans 20 ans aussi. Donc, suivez la mode, si on veut. Et comment on fait pour le savoir? Faites des sondages. Posez des questions aux étudiants avant de concevoir votre matériel. Quatrième aspect, très important, est si vous voulez faire travailler les étudiants en équipe lors d'une activité, je vous suggère d'utiliser, former des équipes entre individus qui se connaissent déjà. Pourquoi? J'ai parlé avec les étudiants et souvent on dit « oui, l'activité peut-être pouvait être drôle, mais j'étais avec telle personne et on n'avait pas les mêmes références en humour, on n'avait pas le même style d'humour. » Et ça peut avoir un impact sur l'appréciation. Alors, plutôt que former vous-même les équipes, laissez les étudiants se mettre en équipe avec leurs amis et cela peut être plus intéressant, disons, et ça peut ajouter une chance pour que l'humour soit apprécié. L'appréciation de l'humour aussi met en place, crée, comme je dis, je me répète, un lien de proximité avec enseignants et étudiants, un climat agréable dans la classe et surtout augmente la motivation à apprendre. Voici quelques données pour vous montrer un peu, dans mon cas, dans le cas de Scherzo, mon matériel humoristique, quels sont les résultats, si on veut, qui concernent la compréhension et l'appréciation des activités humoristiques. Si on regarde ensemble, vous voyez que l'humour était compris par les étudiants, musulmans qui dit totalement d'accord ou plutôt d'accord. Et aussi, les activités étaient appréciées en général. Donc, on peut dire que les éléments étaient là pour que l'humour devienne efficace. Alors, je répète, si vous faites en sorte que votre humour soit compris et apprécié, alors on peut aller vers l'efficacité de l'humour, l'efficacité au regard de l'apprentissage. À ça, j'ajoute qu'on peut ajouter des éléments pour booster, parce que c'est moi le mot, booster encore plus l'efficacité. Comment? Je vous suggère d'encadrer toujours les activités. Et ça prend toujours un encadrement du prof. Exemple, j'ai fait une activité, c'était la chasse au trésor, c'est déroulé au dehors de la classe. Et je n'étais pas présent parce que j'ai formé des équipes. Les équipes allaient cacher un objet partout au cégep, allaient le chercher. Et cela a fait en sorte que je n'étais pas présent. Alors, au retour, les étudiants m'ont dit, oui, l'activité, c'était moyenne parce que il y a des gens qui travaillaient, d'autres qui ne travaillaient pas. Donc, c'est toujours important d'être présent. Lors d'une activité humoristique, l'idéal, c'est d'être sur place et vérifier et encadrer les étudiants. Autre aspect pour booster l'efficacité de l'humour est faire un retour sur les activités. On ne peut pas juste faire des blagues et salut, bye. On doit aussi expliquer les concepts. J'avais fait écouter une chanson à mes étudiants et à la fin, je n'ai pas fait de retour. Donc, les mots à apprendre n'étaient pas expliqués et les étudiants l'ont souligné. On dit, Saoul, oui, c'était intéressant, c'était une belle activité, mais tu n'as pas pris le temps d'expliquer bien comme il faut, comme tu avais fait pour les autres activités. Donc, j'avais fait une gaffe et cela a amené effectivement à une moindre efficacité de l'activité. Autre aspect super important, ça c'est vraiment à souligner, est l'utilisation d'images.
Lors de la création de votre matériel, je vous suggère d'utiliser des images plutôt que des textes. Pourquoi? Un, les images sont très populaires aujourd'hui. Les étudiants s'échangent des mimes, des images drôles, etc., etc. Deuxièmement, une image donne un contexte. Exemple, si je veux faire apprendre le mot table, il y a une photo d'une table, ça peut aider. Troisième aspect, les images sont faciles à entreposer dans la mémoire, plus qu'une information écrite. Et aspect encore plus important est que si les étudiants trouvent vos images ou vidéos drôles, ils vont l'écouter plusieurs fois. Des étudiants m'ont dit, Saoul, tes mimes étaient drôles, puis j'allais les montrer à mes amis, je les regardais plusieurs fois. Et sans le vouloir, l'étudiant activait une stratégie efficace en apprentissage, qui est la stratégie de répétition, de répéter l'apprentissage. Donc, l'utilisation d'images peut aussi encourager cette stratégie d'apprentissage. Si on regarde le petit schéma avec les activités considérées les plus efficaces, vous voyez qu'effectivement, selon les participants, les activités les plus efficaces étaient les activités en lien avec l'exploitation des images, donc les mimes, l'association d'images et les vidéos. Autre aspect encore pour booster l'efficacité est utiliser une modalité d'apprentissage mixte, pas juste l'humour. Plusieurs étudiants, et je dis plusieurs, m'ont dit, Saoul, c'est très bien l'humour, mais on a aussi besoin de l'apprentissage traditionnel. Donc, l'idéal, c'est jumeler votre activité humoristique avec des activités plus sérieuses. Donc, moi, dans mon cas, j'avais créé 4 leçons sur 13 et c'était un bon équilibre. Mais quand j'ai commencé ma recherche, mon objectif, c'était de faire un cours complètement humoristique. Et c'est ici que j'ai appris que ce n'est pas peut-être aujourd'hui, en 2020 ou 2019, quand j'ai fait ma recherche, ce n'était pas la solution idéale. Donc, privilégier une modalité d'apprentissage mixte, mon conseil. Je vous laisse quelques instants pour lire les commentaires des étudiants qui ont participé. Alors, je veux souligner surtout les 3 derniers commentaires dans lesquels on dit que nous sonnons toujours des choses qui ont eu un impact sur nous. Donc, on parle toujours de l'impact des émotions, positif et négatif, non? On fait toujours l'exemple du 11 septembre. Tout le monde se souvient où était le 11 septembre. Parce que les émotions ont un impact sur nous. Et l'humour, comme émotion positive, a aussi un impact sur l'apprentissage et sur la mémoire. Apprendre avec l'humour mobilise le cerveau à vouloir apprendre. On revient au schéma tantôt de la résolution de l'incongruité. Et dans un examen, il est plus facile de se rappeler de quelque chose qui nous a fait rire, comme une image et des mèmes. Voilà les commentaires plus pertinents, je dirais, que je trouve intéressants de mes étudiants, des participants qui ont interagi pendant 4 semaines avec mon matériel humoristique. Merci, Saul. Très intéressant et les gens participent activement Oui, à la présentation. Est-ce que vous avez tu as des choses à ajouter avant la fin de ta présentation? Oui, je n'ai pas fini encore. Pardon, excuse-moi. Oui, je vais continuer. Alors, c'est bon. On aurait dit la fin, mais ce n'est pas la fin. Mais je vais continuer. Je vais vous montrer des constatations après l'instauration des scherzo. Bien sûr, moi, j'ai fait une recherche qualitative et pas quantitative. Donc, je n'ai pas eu un groupe contrôle et un groupe qui utilisait du matériel normal. Donc, je n'ai pas mesuré, je n'ai pas comparé les deux façons d'apprendre. Toutefois, j'utilise scherzo depuis des années. Donc, j'ai vu les différences. J'ai vu qu'il y a une meilleure rétention des connaissances lexicales et des résultats plus satisfaisants lors des évaluations en lien avec le vocabulaire. Si on regarde les évaluations en lien avec le vocabulaire avant l'utilisation de scherzo, on voit que la moyenne qui concerne la partie vocabulaire du test, ce n'est pas la moyenne générale, mais la moyenne des questions en lien avec le vocabulaire n'était pas si forte. Et
Ensuite, après Scherzo, on voit qu'il y a eu quand même une augmentation considérable, si on veut, surtout dernièrement. Vous voyez que ce ne sont pas toutes les évaluations à être là. On est tombé en pandémie après et j'ai dû modifier des évaluations, donc je trouvais que les données n'étaient pas pertinentes. Toutefois, vous pouvez remarquer qu'en utilisant Scherzo, il y a eu une amélioration sur la partie vocabulaire. Donc, je suis content. Des idées pour d'autres disciplines, parce que ça, c'était un cours d'italien, fine, mais moi, je ne donne pas un cours d'italien. Vous pouvez dire, je donne un cours de bio ou philo. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les disciplines? Bien sûr. On peut regarder quelques exemples ensemble, en commençant par exemple par la philosophie. Vous pouvez écrire un texte ou réaliser une vidéo avec, au département, par exemple, des philo, dans lesquels chaque philosophe achète une crème glacée. Et sa façon d'interagir avec les marchands représente un peu son courant de pensée. Donc ici, j'ai fait l'exemple de Schopenhauer, Kierkegaard, il y en a d'autres. Vous pouvez, comme j'ai dit, même réaliser une vidéo. Les étudiants vont l'écouter plusieurs fois et trouver ça probablement trouver ça drôle. Par la suite, pour ce qui concerne les mathématiques, voici une façon drôle de présenter les dérivées, les intégrales. Je laisse les profs de maths juger l'exactitude, mais je suis nul en mathématiques. Mais voici un exemple avec Batman qui devient Bruce Wayne et le contraire. Donc, encore une fois, une image qui peut avoir un impact sur l'apprentissage, sur l'efficacité de l'humour. Et voici une idée d'Anne-Marie Paquette, qui est présente, rédactrice chef de la QPIC, de la revue pédagogique collégiale. Et elle, en donnant des cours de cinéma, m'avait dit une fois, Saoul, nous, on explique les différents plans au cinéma, les grands plans, les petits, les plans italiens, et on utilise une image. Alors, pourquoi ne pas utiliser une image drôle? Ce n'est pas l'exemple ici, il n'y a rien de drôle dans l'image, mais vous pouvez mettre une image drôle pour expliquer ce concept. Un autre exemple, c'est un prof de bio aux États-Unis, Michael Udall, et lui allait vraiment très loin, dans le sens qu'il a commencé à faire de l'impro au théâtre avec d'autres acteurs. Donc, imaginez le travail de préparation pour arriver à cela. Donc, voici quelques exemples qui peuvent s'appliquer à votre discipline. Pour terminer, je dirais que osez l'humour si vous êtes à l'aise. Je répète, si vous voulez garder la distance avec vos étudiants, l'humour, ce n'est pas pour vous. Et mettez-vous en jeu. On parle toujours de l'humour autodénigrant. Allez-y, riez un peu de vous. Les étudiants vont apprécier, aimer. Finalisez toujours l'humour à l'apprentissage. Donc, faire juste des blagues, faire attention, ça peut devenir une source de distraction. Donc, intégrer l'humour dans les concepts et le contraire. Et gardez toujours à l'esprit quels sont les éléments pour favoriser la compréhension, l'appréciation et l'efficacité. Privilégier des activités et des outils à la mode, comme les mèmes, TikTok, etc. Et doser l'humour, privilégier un apprentissage mixte, pas juste humoristique. Et, chose très importante, soyez prêts à mettre beaucoup de temps dans la conception. Pour moi, c'est un travail de moi. Je ne veux pas vous faire peur. Vous n'avez pas besoin de réaliser plusieurs leçons. Vous pouvez parler juste d'un concept, mais soyez prêts à travailler. Et bien sûr, pourquoi pas, amusez-vous. Merci, oui. merci. Un instant, oui, Nicole. Oui, allez-y, continue, ça. Oui, j'ai fini. Je vais juste dire que pour ce qui me concerne, Scherzo est devenu un livre à la fin. Dans le sens que j'ai tellement aimé travailler avec l'humour que j'ai dit, j'ai écrit un livre qui est disponible sur Amazon qui s'appelle Scherzo, comme mon matériel humoristique, pour l'apprentissage de la langue au niveau élémentaire, au niveau A1. Donc, ça, c'était les résultats, si on veut, à la fin de ma recherche et de mon expérience avec l'humour. Donc, merci beaucoup. Merci, Nicole. Si vous avez des questions et des pratiques que vous aimeriez partager, je suis là. Ou sinon, par email aussi. Merci grandement. Oui, Saoul, il y a des questions. Maintenant, Parfait. je pense que les gens aimeraient peut-être voir aussi des exemples de même que tu as réalisé. Est-ce que c'est possible d'en voir pour qu'ils se fassent une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler? Mais il y a aussi des questions. Oui, OK. Oui, on va aller avec les questions. OK. Et ensuite, là, si tu as des exemples, ben ça serait bien sûr Oui, très intéressant. Alors, quand tu présentais les limites du processus d'appréciation de l'humour en classe, tu as parlé de la variable temps. Il y a Marie-Pierre Bournival qui disait très intéressant,
Elle dit, je comprends donc qu'il peut y avoir un certain délai de traitement de l'information. Quel serait, là, à ton avis, le temps normal de traitement de l'information? 10 secondes, 30 secondes? Est-ce que c'est variable? Bon, Ben, je dirais que ça dépend aussi de la complexité. C'est sûr que si on parle des mèmes ou des images, ça doit être immédiat. Parce que si on parle d'un texte articulé avec plusieurs éléments, ou mettons, regardons, faisons les deux exemples. J'avais fait un exemple tout à l'heure. Ben, on parlait d'exemple de mème, je pourrais répondre avec un exemple, en fait. Dans le sens que j'ai montré ça tout à l'heure. Excusez-moi, je reviens en arrière. OK, comme ici. OK, c'est sûr qu'ici, la compréhension de l'image Junio à Québec, le mois de juin à Québec, la résolution doit être immédiate parce que le message est simple. Je ne parlerai même pas de ces 2-3 secondes, mais c'est difficile de donner un temps. Tandis que dans la blague dans laquelle je parlais de Schopenhauer et de Kierkegaard, il faut raisonner un peu plus. Donc, je dirais que la complexité et la durée de la résolution doit être en lien aussi avec la complexité. Est-ce que c'est une image simple comme une image ou c'est un texte écrit? Donner un nombre de secondes, je trouverais ça difficile à répondre à cette question. Je ne pourrais pas déterminer exactement, mais je dirais que dans un cas ici, ça doit être, la compréhension doit être immédiate pour trouver ça drôle. merci. Il y a une question que je trouve très intéressante de Marie-Maude Goulet qui dit ceci, puisque l'humour doit être compris pour être efficace, est-ce que vous avez des trucs pour utiliser l'humour dans des groupes multiculturels dont certains sont de nouveaux arrivants qui sont au Québec depuis parfois uniquement quelques semaines? OK. Dans un cours de quelle discipline? Oh là, Marie-Maude ne l'a pas écrit. Si elle est toujours présente, elle pourrait peut-être mettre la discipline dans laquelle elle enseigne dans l'espace de clavardage. Maintenant, j'imagine qu'il s'agit probablement qu'elle enseigne en langue, j'imagine, mais là, Peut-être en français? oui, peut-être. Bon, là, je vais vérifier si Marie-Maude est toujours présente. Un instant. Oui, Marie-Maude, oui, elle est toujours présente. Alors, Marie-Maude, peut-être peux-tu poser ta question au micro aussi? Tu as accès au micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors oui, je suis en gestion et en organisation du travail de bureau. OK. Et j'ai des étudiants qui arrivent souvent, là, ils arrivent dans mes classes, puis ça fait même pas un mois qu'ils sont arrivés au Québec. OK. De quel pays? Il vient de France ou est-ce qu'il y a une barrière de langage aussi? En anglais, oui. En français, non, pas tant. Ben, en fait, non, ça va dépendre. Écoutez, j'ai du monde de l'Amérique latine, de l'Afrique, j'ai vraiment partout. OK. Donc, votre question, c'est comment favoriser la compréhension de nos mots. Bien, ici, il y a un autre élément aussi que c'est intéressant, c'est la référence culturelle. Parce que le sens de l'homo, moi, quand j'ai créé mon matériel, la façon qu'on a de rire en Italie, ce n'est pas exactement la même à Québec et en Europe et dans les autres pays. Donc, il y a plusieurs éléments ici et plusieurs facteurs à considérer dans votre cas. C'est considérer les pays d'où les personnes viennent, hein? Puis deux aussi, utiliser le langage le plus simple possible, que ce soit en français ou en anglais, s'assurer vraiment quel est le niveau de maîtrise de la langue des participants. Parce qu'ici, il y a plusieurs variables dans votre cas qui peuvent nuire à la compréhension de l'humour et à l'appréciation aussi. Parce que là, on parlait de contextes qui sont peut-être loin de leur connaissance ou de leur pays aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo. Il y a Denis Cossem qui posait la question avant que tu donnes des exemples pour certaines disciplines. Il demandait est-ce que vous avez des conseils à donner aux enseignants en philosophie spécifiquement? Tu en as donné un. Est-ce que tu en as d'autres à fournir pour la philosophie? Oh, OK. Attends une minute. J'étais où? Oh, on vient de passer. Oui, on parlait de Schopenhauer. D'autres cours de philo, c'est sûr que ce serait la manière la plus simple peut-être de présenter un courant de pensée. Ça pourrait être avec des images aussi, ça pourrait être avec la création des mimes dans lesquels vous intégrez, des images des statues de philosophes, par exemple, de faire discuter ensemble, de faire créer une BD aussi. OK. C'est sûr que si on parle d'un travail de conception très, très grand. Mais ici, la réalisation d'une vidéo, j'ai trouvé ça extraordinaire, dans le sens que moi, j'ai vu le texte,
C'était un exemple, ce n'est pas des exemples que j'ai inventés ici, hein. C'est d'autres, j'ai oublié de le dire, mais c'est d'autres collègues qui l'ont. Ben, j'ai dit tantôt Anne-Marie Paquette, mais il y a d'autres collègues aussi qui ont amené des idées. Et ici, l'idée, c'était plutôt de le faire en vidéo, parce que je trouve que ce serait plus intéressant qu'un texte écrit. Et comme je disais tantôt, on revient aux images. Je sais que tu as beaucoup, en tout cas, j'ai lu ton article dans la revue Pédagogie collégiale où tu parles de capsules vidéo que tu as réalisées avec des gens de ta famille. Est-ce que c'est en ligne, tout ça? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous voulez le voir maintenant? Moi, je trouverais ça intéressant de voir un exemple. En tout cas... OK. Bon, bien, là, je peux vous montrer la vidéo. C'est un peu gênant. Il y a 105 personnes, mais ouais, c'est bon. Oui, pourquoi pas. Attendez Est-ce un que tu instant. pouvais activer le son si c'est possible là, quand tu vas faire ton partage? Oui. OK. Je vais le chercher. Je vais aller sur mon YouTube. OK. Sinon, en attendant, il y a une autre question, je pense. Oui, il y a Margaret Kainzel qui demande qu'est-ce que l'association d'images? Ah oui, c'est ça, c'était pas très bien expliqué. Dans le sens que pour présenter les prépositions des lieux, il y avait une image et il y avait un mot comme derrière, devant, à côté. Donc, les étudiants devaient associer le mot devant à l'image dans laquelle moi j'étais devant je sais pas, devant mon ami ou devant un autre. Donc, c'était vraiment associé. Dans ce cas-là, c'était des mots, mais vous pouvez faire une phrase et l'étudiant doit associer la phrase à une image. OK. D'autres questions? Pour le moment, non, je n'ai pas d'autres questions. OK. Ben, si vous voulez rester et regarder les vidéos de moi avec ma maman, ça va être la honte, peut-être. Non, c'est pas vrai. C'est juste drôle. Je voulais le montrer. J'ai dit, je ne sais pas. Je vais le montrer. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Maman! 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 Allora, mi fai un caffè? Caffè! Forza! Vorrei un caffè normale. È un caffè lungo questo, molto lungo. Ah, mamma! Questo? Scusa, cos'è questo? Caffè? Non è caffè normale questo. È ristretto? È la lacrima di caffè. Va bene. Salute. Mamma! 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 Mamma, mamma. Mamma! Mamma! Oh, signore. Mamma! Mamma! Sì. Mi fa un caffè? Per favore? Grazie. Mi fai un caffè doppio? Sì. Grazie. Me lo fai corretto? Con la grappa?
Con la grappa. Grazie. Merci. Saül, est-ce que tu as des exemples de mèmes? Très, très intéressant. Pourrais-tu activer ton son? Oui, OK. OK. Oui, je l'avais mis dans le diaporama, mais je peux en chercher. Non, ben écoute, je veux pas il est déjà 12h30, Non, mais oui, c'est ça, il y a quelqu'un dans la discussion qui dit que votre maman, elle est très dévouée. Oui. Alors, alors ici, je vais montrer quelques exemples. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Elles sont automnales, les feuilles sont toujours vertes. OK? Ça, c'est un exemple de mime pour apprendre la saison de l'automne ou encore, on peut dire, le cégep commence en août, nous sommes encore en juillet. Donc, ici, c'est une image très utilisée dans les mimes. OK. Et je l'ai réutilisé pour ça. Donc, ici, on OK. apprend le mois. Si tu pouvais cliquer sur les images parce que c'est petit, là, Saoul. Ah, OK. Je ne sais pas. Mais on va arrêter le webinaire dans 1 minute. OK. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Oh, il y avait Angela Mastrassi qui a répondu en italien, qui a commenté en italien ta présentation. D'ailleurs, je pense qu'elle était, je ne suis pas certaine, elle était à Garmois avant. Enfin. OK. OK. Eh bien, écoute, Saoul, ça a été bien apprécié. Je le répète, donc vous allez recevoir là, une copie du clavardage, un lien. Est-ce que je fournis le lien vers. Je l'ai converti en PDF, Oui. léger. Alors, vous allez recevoir la présentation de Saoul et vous allez recevoir aussi le lien vers l'enregistrement. C'est très intéressant et on voit tous les efforts que tu as pu déployer pour rendre ton cours motivant, intéressant. Et même si tu n'avais pas de groupe contrôle, ta comparaison avant l'humour et après l'humour avec les résultats, ça s'avère très pertinent comme information. Oui, tout à fait. C'est ce que je l'utilisais. Puis je continue à l'utiliser. Maintenant, c'est un livre, donc on verra dans quelques ans ce que ça va donner encore. Bien, merci beaucoup, Saoul, et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Bye. Merci pour avoir participé.